Afin de renforcer son attractivité, la France a mis en place en 2008 un régime de faveur en matière d'impôt sur le revenu à destination des impatriés. Et au fil du temps, d'autres régimes ont été adoptés en matière d'impôt sur la fortune, de taxes sur les salaires et en matière sociale. Les éléments de rémunération directement liés à la mission en France sont exonérés d'impôt sur le revenu. Sur option, la prime d'apatriation peut être fixée forfaitairement à 30% de la rémunération imposable. Par ailleurs, les jours de travail à l'étranger sont exonérés d'impôt sur le revenu, de même que les revenus passifs de sources étrangères, à savoir notamment les intérêts, les dividendes et les plus-values mobilières, qui sont exonérés à hauteur de 50% de leur montant. Les revenus exonérés en application du régime des impatriés sont toutefois pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence qui sert de base de calcul à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par contre, ce n'est pas le cas de la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont la base de calcul est un revenu fiscal de référence ajusté qui exclut les revenus exonérés en application du régime des impatriés. S'agissant des prélèvements sociaux, il n'y a pas d'exonération particulière. Par contre, en application d'une jurisprudence communautaire, si l'impatrié est affilié au régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ou de la Suisse, il serait alors possible de demander à être exonéré d'une partie des prélèvements sociaux pour la part qui serait assimilée à des cotisations sociales, dans la mesure où il existe un principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, car l'application des prélèvements sociaux dont une partie est affectée au financement de la sécurité sociale française conduirait à une double affiliation. Ce sont les salariés et certains dirigeants fiscalement assimilés à des salariés. Il y a deux hypothèses. Soit ces personnes sont en situation de mobilité intragroupe, par exemple une société mère à l'étranger qui envoie un salarié au sein d'une filiale en France, ou sinon, ça peut concerner les personnes directement recrutées de l'étranger par une entreprise établie en France. Les impatriés ne doivent pas avoir été considérés comme résidents fiscaux de France dans les 5 années précédant leur année d'arrivée en France et ils doivent devenir résidents fiscaux de France à compter de leur arrivée en France. À ce sujet, les autorités estiment que seules les personnes qui ont leur foyer en France et qui exercent une activité professionnelle principalement en France sont éligibles au bénéfice du régime des impatriés. Toutefois, pour tenir compte de certaines contraintes professionnelles et familiales, il existe des tolérances administratives en cas d'arrivée différée de la famille. Selon les autorités, la prime d'apatriation réelle doit être mentionnée dans un document contractuel préalablement à la prise de fonction en France. Par ailleurs, bien que la loi vise les personnes venant occuper un emploi en France pendant une période limitée, les autorités précisent que l'emploi en France peut être à durée déterminée ou indéterminée. Concernant l'exonération des jours de travail à l'étranger, les séjours à l'étranger doivent être effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. Pour précision, cette exonération n'est pas conditionnée à l'existence d'une prime d'apatriation. Enfin, le Conseil d'État a précisé que l'exonération des revenus passifs de sources étrangères est possible, même en l'absence de revenus d'activité exonérés. La réponse est non. Le régime des impatriés est applicable de plein droit si les conditions sont réunies et bien entendu, les autorités conservent leur pouvoir de contrôle. Le régime des impatriés est applicable jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant l'année de prise de fonction en France. Par ailleurs, l'exonération de la prime d'apatriation ne doit pas aboutir à une rémunération nette imposable inférieure à celle perçue au titre de fonction analogue dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires. Il s'agit du respect de la rémunération de référence, l'idée étant que l'impatrié doit au moins déclarer ce qu'une personne non impatriée déclare pour des fonctions analogues. Autre limite, les gains d'acquisition liés à des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié, lorsqu'il s'agit notamment de plans de stock options ou d'actions gratuites dits qualifiés, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la prime d'apatriation. Attention également si un impatrié reçoit après son arrivée en France des éléments de rémunération liés à une activité professionnelle antérieure, car il faut tenir compte des conventions fiscales internationales. Concernant les changements de fonction, le régime des impatriés est maintenu si les nouvelles fonctions sont au sein de la même entreprise ou d'une autre entreprise en France
appartenant au même groupe. S'agissant de l'exonération des jours de travail à l'étranger, même les déplacements de moins de 24 heures sont pris en compte. Enfin, la rémunération exonérée au titre de la prime d'impatriation et des jours étrangers est limitée à 50% de la rémunération totale. Si c'est plus intéressant, le montant de la rémunération exonérée au titre des jours étrangers peut être limité à 20% de la rémunération imposable nette de la prime d'impatriation. Il faut ici comparer et opter pour la formule la plus intéressante. Les employeurs soumis à DSN doivent déclarer la rémunération imposable et exonérée après application du régime des impatriés. Par ailleurs, il est de leur responsabilité de fixer la rémunération de référence, c'est-à-dire le minimum imposable après exonération de la prime d'impatriation. Chaque année, les impatriés doivent déposer leur déclaration annuelle des revenus dans les délais de droit commun. Ils doivent reporter leur rémunération imposable et exonérée après application du régime des impatriés, avec des reports différents selon que les impatriés sont sous paye française ou étrangère, mais aussi selon qu'ils reçoivent ou non de la rémunération différée liée à une activité antérieure à leur arrivée en France, voire possiblement s'ils touchent des revenus passifs de source étrangère, et dans ces cas-là, il faut aussi tenir compte de l'impact des conventions fiscales internationales. Un point très important, c'est que dans leur déclaration annuelle des revenus, si les impatriés veulent être imposés selon le taux forfaitaire de 30%, ils doivent en demander l'option dans leur déclaration annuelle des revenus, de même qu'ils doivent faire une mention expresse pour signifier à l'administration fiscale le plafond d'exonération qu'ils souhaitent retenir. La réponse est oui. Pour les impatriés sous sécurité sociale française, alors les employeurs sont supposés appliquer le régime en exonérant la prime d'impatriation et les jours travaillés à l'étranger. Mais si ce n'est pas le cas ou si l'application du régime n'a pas été faite correctement, il est encore possible de régulariser via la paye de décembre. Maintenant, si pour une raison X ou Y, le régime n'a pas été appliqué en paye ou a été mal appliqué en paye, il est toujours possible pour l'impatrié de régulariser la situation lorsqu'il va déposer sa déclaration annuelle des revenus. Si l'impatrié n'a pas appliqué le régime ou l'a mal appliqué dans sa déclaration annuelle des revenus, il reste possible de corriger en ligne la déclaration des revenus sous réserve d'un certain délai. Maintenant, si la déclaration annuelle des revenus a été déposée sous format papier ou si le délai de correction en ligne est passé, alors l'impatrié peut encore régulariser la situation sous réserve des délais de prescription, soit en déposant une déclaration rectificative des revenus qui annule et remplace la déclaration précédemment déposée, ou soit par le biais d'un dépôt d'une réclamation. Si une entreprise française souhaite renforcer son attractivité à l'égard des talents situés à l'étranger, il faut impérativement qu'elle mette en avant l'optimisation de la rémunération liée au régime des impatriés, car c'est un argument fort de nature à séduire et convaincre ces talents à venir en France. Ensuite, pour tirer le meilleur parti du régime des impatriés, le maître mot est l'anticipation. L'idée, c'est de structurer la rémunération au mieux avec un premier choix à faire entre prime réelle ou prime forfaitaire de 30%. Cela va dépendre de différents facteurs et notamment du niveau de rémunération, de la composition des différents éléments de rémunération. Est-ce qu'il existe aussi un plan d'actionnariat qualifié ou non, mais aussi quel est l'objectif recherché entre simplicité et optimisation, étant précisé que souvent la prime de 30% est sans doute plus simple à gérer d'un point de vue administratif. Mais il faut également tenir compte d'autres paramètres très importants, et notamment l'existence ou non de jours de travail à l'étranger, et également d'un point stratégique très sensible, à savoir la fixation de la rémunération de référence, c'est-à-dire le minimum imposable après exonération de la prime d'impatriation. Et à ce sujet, il y a ce que prévoit la loi, mais il faut tenir compte de la doctrine administrative et la jurisprudence avec des pistes très intéressantes à exploiter, notamment en combinant ces différentes sources juridiques. Par ailleurs, avant d'appliquer le régime des impatriés, il faut aussi se poser la question de savoir si certains avantages pourraient être totalement exonérés en tant que frais professionnels. Il y a en effet une instruction de 1997 qui prévoit l'exonération d'un ensemble de frais, comme les frais liés au déménagement, au voyage, à la scolarité et j'en passe. C'est encore plus avantageux car là, c'est une exonération totale qui évite d'utiliser les plafonds du régime des impatriés et en même temps évite la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour les impatriés qui seraient concernés. Dans le même ordre d'idée, pour les avantages qui ne seraient pas des frais professionnels, s'il est possible de les valoriser à la baisse, je pense notamment à l'avantage logement sous certaines
certaines conditions, il ne faut pas s'en priver car cela réduit mécaniquement les sommes exonérées en application du régime des impatriés. Donc cela laisse plus de place pour les plafonds d'exonération tout en réduisant la base soumise à la CEHR si applicable. Autre point capital, c'est la sécurisation du régime des impatriés, notamment en cas de versement d'une prime d'impatriation réelle, car il faut impérativement que la prime d'impatriation réelle soit mentionnée dans un document contractuel établi préalablement à la prise de fonction en France. À ce sujet, il faut bien soigner la clause contractuelle mentionnant les différents éléments de rémunération pour s'assurer que la rédaction retenue dans le contrat ne laisse aucun doute quand il s'agit de qualifier tel ou tel élément de rémunération comme étant de la prime d'impatriation pour que ça ne puisse pas être remis en cause par les autorités en cas de contrôle notamment. Enfin, ce qui est également envisageable de faire dans un document contractuel, c'est d'insérer une mention de la rémunération de référence applicable à la situation de l'impatrié et également ce qu'on voit couramment en pratique, c'est une clause d'assistance fiscale, c'est-à-dire que l'employeur va accorder à l'impatrié une assistance fiscale, notamment pour le dépôt de la déclaration annuelle des revenus et une assistance en cas de contrôle fiscal. L'idée étant d'assurer un certain confort à l'impatrié pour que le régime, qui est assez complexe, soit appliqué de façon efficace et correcte, et également de défendre le régime si jamais il était remis en cause par les autorités fiscales. Ensuite, pour les impatriés sous sécurité sociale française, je recommande fortement d'appliquer le régime en paye pour deux raisons. La première, c'est que ça va permettre de réduire la base d'imposition soumise au prélèvement à la source, ce qui améliore la trésorerie mensuelle de l'impatrié. Et deuxièmement, cela évite aussi un écart entre le net imposable déclaré par l'employeur aux autorités via la DSN et le montant imposable reporté dans la déclaration annuelle des revenus, car sinon ça crée une anomalie dans les registres des autorités fiscales avec un risque de contrôle à la clé. Et pour appliquer le régime des impatriés en paye, il va falloir tenir compte de différents éléments parce qu'il y a des retraitements du net imposable à prévoir pour exonérer la prime d'impatriation, tenir compte d'éventuelles réintégrations fiscales, également tenir compte de l'exonération possible des jours travaillés à l'étranger. S'il y a de la rémunération différée, on peut également l'optimiser par le jeu des conventions fiscales internationales si jamais cette rémunération différée est pleinement imposable dans un autre pays. Par ailleurs, il faut tenir également compte des éventuelles exonérations de cotisations d'assurance vieillesse qu'on va voir dans un instant. Et également, si jamais l'employeur est soumis à la taxe sur les salaires, il y a des choses à faire pour pouvoir tirer bénéfice de cette exonération si applicable. Donc tout cela nécessite quelques paramétrages, mais aussi un process à mettre en place pour appliquer correctement le régime des impatriés en paye et donc via la DSN. Et enfin, le dernier point, c'est d'accompagner le collaborateur. Les impatriés soumis aux cotisations sociales françaises ont intérêt à déposer un formulaire 2043 qui permet en particulier de demander aux autorités de calculer un taux de prélèvement à la source personnalisé qui va tenir compte de sa situation familiale et de son statut d'impatrié. Autrement, l'employeur applique par défaut le taux de prélèvement à la source applicable pour un célibataire sans enfant à charge, ce qui est par hypothèse défavorable. Quant aux impatriés soumis à sécurité sociale étrangère, c'est en principe le mécanisme de l'acompte contemporain qui s'applique. Ils peuvent aussi déposer un formulaire 2043 et estimer un montant d'acompte mensuel en fonction de leur situation. Cela leur évitera de payer la totalité de l'impôt après le dépôt de leur première déclaration des revenus. Il faut également que les impatriés tiennent un calendrier de leur déplacement professionnel à l'étranger. Ça va être utile pour la prise en compte en paye ou lors de la déclaration annuelle des revenus ou encore en cas de contrôle des autorités. Il faut à ce sujet aussi garder bien entendu les justificatifs des déplacements à l'étranger. En cas de contrôle fiscal, il est important de se faire accompagner pour défendre l'application du régime. Il faut à ce sujet préparer les attestations employeurs avec soin, notamment s'agissant de la rémunération de référence, car si elles sont mal rédigées, elles peuvent être écartées par les autorités et le juge de l'impôt. Enfin, pour les demandes d'application rétroactive du régime des impatriés, je recommande de plutôt déposer des déclarations rectificatives, car en cas de refus, il est encore possible de déposer une réclamation. Alors que si on dépose directement une réclamation, en cas de refus, la seule voie de recours est d'aller devant le juge de l'impôt. En principe, les résidents fiscaux de France sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière si leur actif net immobilier
situés en France ou à l'étranger excède le seuil de 1 300 000 euros. Pour les personnes qui n'ont pas été résidentes fiscales de France au cours des 5 années précédant l'année durant laquelle ces personnes élisent leur domicile fiscal en France, alors seul leur actif net immobilier situé en France est pris en compte pour déterminer si le seuil des 1 300 000 euros est atteint ou non, cet avantage étant valable 5 ans. La prime d'impatriation, qu'elle soit réelle ou forfaitaire, est exonérée de taxes sur les salaires. Celle-ci est calculée selon les tranches et taux que vous voyez à l'écran, étant précisé que l'assiette bénéficie d'un abattement forfaitaire de 1,75%. Et donc, au-delà d'un salaire brut annuel de 18 258 euros, le taux applicable est de 13,6% et donc en pratique, cela représente une économie de taxes sur les salaires égale à 13,6% de la prime d'impatriation. Le régime social des impatriés permet une exonération des cotisations de retraite obligatoires de base et complémentaires pour la part salariale et patronale pendant une durée de 3 ans renouvelable une fois. Cet avantage est notamment conditionné au versement d'une contribution de 20 000 euros annuels sur un plan de retraite, ce qui présente l'avantage de constituer une retraite future pour le salarié impatrié, ce qui n'est pas nécessairement le cas des cotisations de retraite obligatoires. En effet, dans son avis rendu en 2018 sur la loi Pacte, qui a mis en place le régime social des impatriés, le Conseil d'État rappelle que les impatriés n'ont pas nécessairement vocation à bénéficier de prestations de retraite en France. Par ailleurs, l'exonération de cotisations de retraite obligatoires présente aussi un avantage pour les employeurs qui sont soumis à la taxe sur les salaires. Je m'explique. Le fait de ne pas appliquer de cotisations de retraite obligatoires va mécaniquement réduire le montant des charges salariales déductibles fiscalement, qui va augmenter le net imposable de la rémunération. Et si la prime d'impatriation est calculée à un taux forfaitaire de 30% sur une base imposable plus élevée, mécaniquement cela va conduire à calculer une prime d'impatriation plus importante et donc d'accorder une exonération de taxes sur les salaires plus importante puisque la prime sera réévaluée. L'idée est la même si jamais la prime d'impatriation est réelle car il y aura moins de charges déductibles liées aux cotisations de retraite obligatoires qui ne seraient plus versées. Cela va augmenter le montant de la prime d'impatriation réelle exonérée et donc cela va augmenter le montant qui va venir en déduction de l'assiette soumise à la taxe sur les salaires. Enfin, si la contribution annuelle de 20 000 euros est tout ou partie financée par le salarié, cela peut ouvrir droit à déductibilité fiscale, ce qui va permettre de réduire le montant de l'impôt sur le revenu. Et bien entendu, plus le salarié sera soumis aux tranches hautes de l'impôt sur le revenu, et plus le bénéfice tiré de la déductibilité fiscale liée à la contribution volontaire sur un plan de retraite sera important. La première condition est liée au versement d'une contribution annuelle de 20 000 euros sur un plan de retraite. Cette contribution pouvant être financée par le salarié et ou son employeur. Par ailleurs, les impatriés ne doivent pas avoir été affiliés à un régime obligatoire d'assurance vieillesse en France au cours des 5 années précédant l'année de prise de fonction en France. Le bénéfice de l'exonération des cotisations de retraite obligatoires suppose qu'une demande en ce sens soit déposée auprès des URSSAF. Cette demande peut être déposée dans un délai d'au moins 60 jours avant la prise de fonction en France, l'idée étant de demander la dispense avant la prise de fonction en France. Et si la demande est faite après la prise de fonction en France, dans ce cas-là, l'employeur est tenu de calculer les contributions de retraite et si la demande est acceptée, alors les contributions de retraite déjà payées pourront faire l'objet d'un remboursement. La demande d'exemption doit être accompagnée de toute une série de pièces justificatives et notamment une attestation de versement de la contribution annuelle de 20 000 euros ou sinon une attestation d'engagement de verser une contribution de 20 000 euros annuels sur un plan de retraite. Une fois la demande envoyée, les autorités ont un délai de 30 jours pour examiner cette demande et éventuellement confirmer l'exemption des cotisations de retraite. Elles peuvent éventuellement demander des informations ou des documents complémentaires, auquel cas un délai de 30 jours supplémentaires viendrait s'ajouter. Je vous ai mis à l'écran un calcul Excel pour déterminer quel est le montant de rémunération brute à partir duquel le total des cotisations de retraite salariale et patronale atteint le seuil de 20 000 euros. Et le point de bascule se situe à 79 905 euros. Donc en arrondissant, dès qu'une rémunération brute dépasse 80 KE, cela devient financièrement intéressant de demander l'exonération des cotisations de retraite obligatoires. Toutefois, même en présence d'une rémunération brute
inférieur à 80 000 euros, il peut être intéressant de demander l'exemption des cotisations de retraite obligatoires qui ne vont pas nécessairement ouvrir de droits futurs à la retraite pour l'impatrié, alors que la contribution de 20 000 euros sera, elle, affectée à un plan de retraite au nom du salarié. Ensuite, concernant le plan de retraite, je recommande de plutôt ouvrir un PER individuel en France. Même s'il est envisageable que le plan puisse être situé à l'étranger, cela pourrait générer des complications auprès des autorités. Par ailleurs, bien entendu, il faudra discuter avec le gestionnaire de plan du support ou des supports d'investissement des sommes qui seront placées dans le plan en fonction du profil de risque des impatriés. Concernant le financement de la contribution annuelle de 20 000 euros, la déductibilité fiscale de la part salariale est à mon avis un paramètre à prendre en ligne de compte concernant la ventilation entre le salarié et son employeur. Par ailleurs, il arrive que les URSSAF refusent les demandes d'exemption qui leur sont adressées. Pour sécuriser les dossiers, en pratique, j'ai tendance à préconiser de joindre également une lettre de couverture avec toutes les informations utiles de nature à faciliter l'acceptation des dossiers déposés. Concernant le timing, mieux vaut déposer les demandes d'exemption avant la prise de fonction, dans le but d'éviter de devoir faire l'avance des contributions de retraite obligatoires. Et concernant la contribution annuelle de 20 000 euros, mieux vaut opter pour un engagement de verser la contribution sous réserve que le dossier soit accepté, plutôt qu'une attestation de versement, parce que dans ce dernier cas, ça suppose que la contribution ait effectivement été déposée dans le plan, ce qui peut être embêtant en cas de refus du dossier par les URSSAF, étant précisé qu'un refus n'est pas une cause de déblocage anticipé des sommes versées dans un plan de retraite. Attention aussi de bien respecter les conditions tout au long de la durée d'exemption des cotisations de retraite, car si une des conditions n'est pas respectée, cela peut conduire les autorités à vous exiger 1,5 fois le montant des cotisations de retraite qui auraient été normalement dues si l'exemption n'avait pas été accordée. Enfin, pour finir, sachez qu'il existe une procédure de rescrit social dans l'hypothèse où vous avez des questions à poser sur cette demande d'exemption. Pour illustrer la puissance des régimes des impatriés et plus particulièrement concernant l'optimisation fiscale et sociale de la rémunération, j'ai préparé les calculs comparatifs de net en poche après charges sociales et fiscales pour le salarié et de coûts employeurs. Ces calculs prennent comme hypothèse qu'on est en présence d'un célibataire sans enfant à charge qui est résident fiscal de France. C'est un salarié soumis aux charges sociales obligatoires françaises, étant précisé que l'employeur est quant à lui soumis à la taxe sur les salaires. La rémunération brute annuelle est de 240 000 euros et on ne prend en compte aucun autre revenu. Premier scénario, on part de ces hypothèses sans appliquer aucun des régimes des impatriés. Deuxième scénario, on prend cette fois-ci en compte une prime d'impatriation forfaitaire de 30%, cette prime étant exonérée de taxes sur les salaires. Troisième scénario, on prend une hypothèse d'une exonération globale de 50% qui comprend une prime forfaitaire de 30% elle-même exonérée de taxes sur les salaires, plus des jours de travail à l'étranger qui permettent d'aboutir à une exonération globale de 50%. Et enfin, le dernier scénario, on reprend le scénario 3, sauf qu'en plus, on ajoute une exonération des cotisations de retraite obligatoires avec comme hypothèse une contribution annuelle de 20 000 euros partagée à part égale entre l'employé et l'employeur qui prendraient donc chacun à leur charge 10 000 euros annuels. Je vous ai mis à l'écran un tableau de synthèse avec les différents scénarios envisagés et vous voyez donc que sur le premier scénario sans application des régimes des impatriés, on aboutit à un net en poche pour le salarié de 53% de son brut et un coût employeur autour des 377 000 euros. Le scénario 2, on voit immédiatement que l'impôt sur le revenu est moins élevé, lié au fait qu'on prend ici en compte une prime d'impatriation de 30%. Au final, ça améliore le net en poche de 10 points par rapport au scénario 1. Et quant au coût employeur, on voit que le coût est également diminué par rapport au scénario 1 du fait de l'exonération de la prime d'impatriation pour le calcul de la taxe sur les salaires. Sur le scénario 3 qui prend une hypothèse de 50% d'exonération de la rémunération totale, cela aboutit logiquement à diminuer encore plus l'impôt sur le revenu du salarié, ce qui améliore son net en poche qui est égal à 69% de la rémunération brute. Quant au coût employeur, c'est exactement le même que le scénario 2, puisque seule la prime d'impatriation de 30% vient en déduction de l'assiette soumise à la taxe sur les salaires. Passons maintenant au scénario 4 qui est assez subtil. Ce que l'on peut constater, c'est que le montant des charges sociales salariales et patronales est moins élevé que les scénarios précédents, ce qui est tout à fait logique
puisque le scénario 4 prend comme hypothèse une exonération des cotisations de retraite obligatoires. Ce que l'on note également dans le scénario 4, c'est un montant d'impôt sur le revenu légèrement supérieur au scénario 3. C'est tout à fait logique, car dans le scénario 4, il y a moins de charges sociales, salariales, déductibles fiscalement liées à l'exonération des cotisations de retraite. Mécaniquement, cela veut dire que le net imposable sera plus élevé dans le scénario 4 que dans le scénario 3, d'où l'augmentation d'impôt sur le revenu, mais qui reste mesurée car les 10 000 € de contribution salariale sur le plan de retraite ouvrent droit à déductibilité fiscale. Et donc dans le scénario 4, on aboutit quand même à un net en poche plus important que dans le scénario 3, lié notamment à l'exonération des cotisations de retraite salariale, mais en plus avec un avantage de taille, c'est que la contribution de 10 000 € du salarié, sans oublier la contribution de 10 000 € de l'employeur, vont venir alimenter un plan de retraite au nom du salarié qui aura donc le droit à un pécule de retraite au moment de l'âge légal à la retraite. Et sur le coût employeur, on voit qu'il est moins élevé que dans le scénario 3, ce qui s'explique en grande partie par l'économie liée aux charges patronales en matière de retraite, mais pas que, parce que on voit également que la taxe sur les salaires diminue. Ce qui est tout à fait logique, c'est que dans le scénario 4, comme le net imposable est plus élevé du fait qu'il y a moins de charges salariales déductibles fiscalement, cela veut dire que comme on calcule la prime de 30% sur un net imposable plus élevé, ça augmente le montant de la prime de 30% et cela diminue d'autant l'assiette soumise à la taxe sur les salaires, d'où l'économie de taxe sur les salaires si l'on compare le scénario 3 avec le scénario 4. Et au final, on se rend compte que dans le scénario 4, on a une économie de coût employeur d'environ 30 000 € par rapport au scénario 3, malgré la contribution patronale de 10 000 € sur le plan de retraite. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est sous forme de graphique l'évolution du net en poche du salarié selon le scénario considéré. Et ce que l'on peut constater, c'est que le net en poche représenté en vert est d'autant plus important que l'on applique les différentes facettes prévues par les régimes des impatriés. Et concernant le coût employeur, on voit que dans les scénarios 2 et 3, le coût employeur est légèrement inférieur par rapport au scénario 1, lié à l'économie de taxes sur les salaires du fait de l'application d'une prime forfaitaire de 30%, et le scénario 4 avec un coût employeur encore moins important, lié d'une part à l'économie de charges patronales en matière de retraite et également à une taxe sur les salaires moindre du fait que la prime de 30% a été revalorisée du fait qu'il y a moins de charges sociales salariales déductibles. Donc vous voyez, les régimes des impatriés sont très intéressants aussi bien pour les salariés que leur employeur. Mais attention, car à la moindre faille, les autorités peuvent remettre en cause l'application de ces régimes. Aussi, en cas de doute, ou encore si vous pensez être éligible au régime des impatriés mais que vous n'en avez pas bénéficié, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Et enfin, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez être notifié de contenus similaires, n'hésitez pas à vous abonner et également à liker, commenter et ou partager. Merci.